Merci Setara et merci aux jeunes qui travaillent avec lui et de ce très beau moment, parce que ce qu'on a vu depuis le début, le film, la musique, les jeunes, les témoignages qu'on vient d'entendre. Non, mais j'aurais dû avoir 3/4 d'heure, parce que moi je suis de la génération plutôt des parents, et donc il faut que je raconte. Tout à l'heure, très simplement, je suis en train d'essayer d'écrire un peu ma vie, parce qu'effectivement, je suis né en 1952, et donc je suis un senior, je suis toujours assez actif, et j'espère le continuer. Et donc, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, et j'arrivais pas à trouver comment commencer, et finalement, comme l'a dit tout à l'heure, c'est Abdallah, ce sont les autres qui nous font. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire ma biographie à partir des personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont touché et qui m'ont. C'est en fait des portraits d'eux, et à travers eux, je raconte ce qu'on a fait ensemble. Bon, moi je suis né, je suis de la génération, je suis un enfant de l'école publique marocaine, puisque au lendemain de l'indépendance, pour vous dire, je suis une FS d'une famille de Jbella, qui avait immigré. Ma mère est une paysanne qui est rentrée à Fès, et mon père aussi. Et donc, je suis d'une famille modeste, bien évidemment. Et mes parents ont fait la queue à Al-Btra, pour ceux qui connaissent un peu Fès, 2 jours et 2 nuits, pour m'inscrire, mon frère, l'Arhamouana. C'était la ruée des Marocains vers l'école publique, parce que l'indépendance signifiait pour eux, en fait, l'école et l'éducation. Et donc, j'ai eu la chance, je suis un pur produit de l'école publique marocaine, avec des profs qui m'ont marqué, dont je pourrais parler des heures. C'est le qui est encore à Fès. Un jour, il rentre en classe au lycée Moulay Idriss. En 67, il met une tourne-disque à vinyle. Il nous met le boléro de Ravel. La première fois où j'écoute de la musique classique. Monsieur Bozom, prof d'histoire-géographie, avec qui j'ai plein d'histoires, qui m'a fait lire en 69, et qui m'a demandé de faire un exposé sur une journée d'Ivan Denisovitch, un grand livre de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn va être célèbre en 74 en France, hein, et Bozom nous le fait lire à Fès, lycée Moulay Idriss, en 69-68. Et en même temps, un livre de Dostoïevski, Souvenir de la maison des morts. Donc, voilà, des profs, je pourrais Misclay Kemp, avec qui on a fait le premier journal en anglais. On a fait un journal en 69 qui s'appelait Reflections en anglais, avec de la poésie en anglais, tout ça. Bon, j'ai eu la chance de créer le premier, avec des amis au lycée Modeste, le premier club Souffle, la revue Souffle, on avait au lycée Bernard Jacobier, qui était un membre du comité de rédaction. Donc, l'école publique, tout à l'heure, je répète ce qu'a dit le livre, la lecture. À Fès, à l'époque, j'habitais à Bouchout, on avait le centre culturel égyptien, aujourd'hui c'est un magasin d'électroménager. Le British Council, c'est maintenant un hôtel, l'hôtel des Lutha. 2 centres culturels français, un en Médina et l'autre en Chine. Le centre culturel américain qui était place, disons, Lafayette, la place Lafayette en Ville Nouvelle, et la bibliothèque municipale et une bibliothèque au lycée, Moulay Idriss. Et donc, la lecture, on a fait à l'époque du théâtre avec les amis du lycée. Au Moulay Idriss, en 69, on a eu une pièce de théâtre qu'on voulait monter, qui a été censurée à l'époque. C'était L'œil et la nuit d'Abdeltef Labi. Chante Koltou pour le délire des peuples arabes, etc. On l'a monté et on n'a pas pu le payer. Et donc, l'évidence, c'est moi, un des plus beaux souvenirs que j'ai de ces parents, c'est ma mère en train de m'attendre, je l'ai là-bas, devant le lycée Moulay, avec un couffin, parce qu'il y avait beaucoup, je travaillais bien au lycée, j'avais beaucoup de prix, et donc il fallait que. Ça, c'est l'école et la lecture et la culture de manière générale, et c'est fondamental. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Saadallah. Tout à l'heure, moi, je ne peux pas vivre sans lire, et surtout de la littérature, de la fiction, du cinéma, du théâtre, et puis toutes les musiques du monde. Ça va de Mangalafi des Indes, pour les plus anciens d'entre nous, il n'y en a pas beaucoup ici, heureusement, à toutes les musiques du monde et tout ça. 1. 2, c'est le départ en France en 1970 grâce à une bourse. Et donc, je suis parti en France en 70, je suis revenu, j'ai été expulsé de France en 75, je suis resté 2 ans ici, et puis après, je suis reparti à Harb, parce qu'on voulait m'arrêter. Alors, la France, pour moi, ça a été la rencontre de la liberté. De la liberté et de la rencontre des autres. De la question de l'immigration. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur la question de l'immigration, d'abord en militant, en faisant des films, parce que j'ai fait des films aussi, quelques documentaires, et après en faisant l'histoire de l'immigration.
C'est de découvrir l'immigration, c'est découvrir aussi la diversité, la solidarité humaine des autres. Il y a découvrir les gauchistes, l'extrême gauche, la gauche, les syndicats, les chrétiens. Parce que par exemple, dans les années 70, on commençait à faire des grèves de la faim pour les papiers, pour la régularisation des immigrés. Et où est-ce qu'on allait? On allait dans les églises ou dans les temples des protestants. Et c'est là que je voyais des chrétiens qui étaient en principe des chrétiens, qui pouvaient discuter avec des gauchistes, trotskistes ou maoïstes ensemble et s'ouvrir à nous. Et lorsque, en septembre 2013, j'ai fait, avec le Conseil national des droits de l'homme, sur le rapport sur l'immigration, pour qu'au Maroc, on ait une politique d'immigration, sur l'immigration, c'est pour dire que nous, on a subi l'exclusion, la discrimination. Il faut que donc aujourd'hui... Et puis dans ce cheminement, il y a eu la découverte des droits de l'homme en 1975. Le 21 janvier 1975, j'ai organisé une grève de la faim de 140 travailleurs marocains à Montpellier. Et on m'a pris, on m'a expulsé. Et donc j'ai été arrêté ici au Maroc en venant. Donc j'étais dans un endroit, moi j'ai pas beaucoup souffert, Salah Hassan, hein, on était à l'époque, ce qu'il y avait, vous savez, à l'époque il y avait des lieux de détention secrètes. Et je viens de sortir avec le Conseil national des droits de l'homme un livre sur ces centres de détention. Et donc on était dans un endroit à Rabat où on avait tout le temps un bandeau sur les yeux, les menottes aux mains, et il fallait rester toute la journée sur le lit. Et c'est là où j'ai découvert ce que c'est la liberté, la privation de liberté. Parce que en fait, être privé de liberté, c'est pas simplement être dans un endroit. Si vous commencez à faire la liste de ce que c'est être privé de liberté, c'est incroyable. Par exemple, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller marcher, vous ne pouvez pas voir les gens à l'heure que vous voulez, vous ne pouvez pas lire un journal, vous ne pouvez pas vous gratter le dos si vous avez des menottes comme ça. Tout ça. Et donc, lorsque vous faites la liste de ce que c'est, ou par exemple, essayez, moi j'adorais à l'époque, j'aime beaucoup, mais un peu moins, Léo Ferré, Jean Ferrat, tout ça, Brassens, j'essayais de me rappeler des chansons de Léo Ferré, et j'arrivais pas. Et je devenais fou. Enfin, et donc, c'est là où c'est à partir de ce moment-là, puis après, en 77, parce qu'on m'a arrêté 3 mois, puis on m'a lâché, puis on est venu m'arrêter à nouveau, et donc je suis resté 1 année caché à Casablanca avant de partir en France. Et c'est là où j'ai rencontré les droits de l'homme. Et c'est depuis 75, 76, 77, c'est un peu ma vie. J'ai fait, bien sûr, c'est pas ma vie professionnelle. Hein. J'ai fait, comme disait toujours Sardes, il ne faut jamais hésiter à changer de métier. J'ai fait beaucoup de travaux manuels, garçon de café, ouvrier agricole, etc. J'ai fait le journalisme, j'ai créé un journal avec des amis, Sans Frontières, puis Baraka. J'étais rédacteur en chef d'un journal, d'une revue scientifique qui s'appelle Mirance. J'ai fait de l'histoire, des archives, j'ai fait des documentaires, de cinéma. J'ai même fait un peu le clown dans des pièces de théâtre. Donc il ne faut jamais hésiter J'ai fait formateur d'adultes aussi. Et donc il ne faut jamais changer. Mais il faut surtout, c'est pour ça que depuis 1975 je travaille sur ces questions des droits de l'homme, et maintenant comme président du Conseil national des droits de l'homme, c'est pour essayer de faire des droits de l'homme un terreau commun, une base commune, pour toute l'humanité, pour tous nos frères humains. Et de ce point de vue, il y a au moins deux questions qui m'habitent, enfin 3, qui m'habitent. Un, c'est la question de l'égalité de la parité. Nous sommes sur toute la Terre et dans toutes les sociétés à des degrés variables, dans des sociétés qui tuent les femmes. Par exemple, si vous vous rappelez, il y a une étude qui est sortie il y a 1 an du Haut Conseil du Haut Commissariat au plan au Maroc, 62% des femmes marocaines, je dis bien 62% des femmes marocaines, ont déclaré qu'elles ont été victimes à un moment ou à un autre d'un acte violent durant les 12 mois qui ont précédé l'entretien. Il y a donc la question de l'égalité et de la parité qui est pour moi essentielle. 2, la question des droits des enfants. Et dans ce pays, comme dans beaucoup de pays, les enfants sont encore victimes de trop de choses. Si vous voulez, et simplement, ça sera un dernier exemple. Par exemple, les sociologues de l'éducation en Italie ne parlent pas d'échec scolaire. Ils parlent de mortalité scolaire. C'est-à-dire, c'est le mot qu'ils utilisent, le concept qu'ils utilisent. Si on sort de l'école, on est tué. Surtout lorsqu'on est issu d'une famille modeste. C'est-à-dire si on est mort socialement.
Et enfin, cette question de la culture. Je ne crois pas qu'il y ait la culture d'un côté et le développement économique de l'autre. Tout à l'heure, j'étais heureux d'apprendre que, par exemple, le petit groupe que vous avez ici travaille sur des articles du New York Times. Lire des journaux tous les jours, lire des romans tous les jours, lire des livres de l'histoire, des biographies, de la sociologie, voir des documentaires, aller au théâtre, c'est fondamental. Et à mon avis, c'est un de nos grands défis aujourd'hui dans ce pays. J'espère, et ce que vous faites est formidable. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question comme pour les autres. Quand on t'appelle pour occuper un poste de haute responsabilité, qu'est-ce que tu ressens? Par exemple, s'occuper des droits de l'homme au Maroc, sachant tout ce qui se passe dans la rue quotidiennement, dans les commissariats, c'est pas lourd un peu tout ça? Non, mais non, c'est bon. Hein, moi, je pars heureux tous les matins au travail. Puisque j'étais hier à l'audience royale sur l'avortement. Après, je suis allé à Marrakech. J'ai fait une conférence. Il y avait 300 étudiants, c'était extraordinaire. Mais surtout, après, à la fin, il y a un étudiant qui me dit « Je veux prendre une photo avec toi, mais je suis heureux. » Pas parce que je suis content de moi, mais parce que je sais que ça signifie quelque chose pour ce jeune. Moi, je vais raconter une histoire. Moi, j'étais en France et j'avais pas vu mon père parce que j'étais exilé. Je suis resté 25 ans sans rentrer au Maroc. Et donc, mon père était venu me visiter. C'était la première fois qu'il prenait l'avion, la première fois qu'il avait un passeport. D'ailleurs, la première et la dernière fois qu'il avait fait un voyage à l'étranger, il est venu me voir parce que je ne pouvais pas rentrer au Maroc. Et c'était le 14 juillet. Et donc, j'étais invité comme vice-président de la Ligue française des droits de l'homme. J'étais invité à la fête du 14 juillet à l'Élysée. Donc, donc, je suis parti avec ma femme. On l'a laissé avec notre petit-fils, Yassine, chez une amie. On est parti à la gare d'un parti, on est revenu. Et lorsque je suis revenu, j'allais chez la copine, j'allais desserrer la cravate. Et vous allez attends un peu, on va prendre une photo officielle. Eh ben, moi je pense qu'on est en train de, comment dire ça, je dirais de faire le boulot. Il faut faire le boulot. Et faire ce boulot pour les droits de l'homme, c'est pas simplement répéter des phrases vaseuses, parce qu'il faut que les droits de l'homme deviennent une réalité quotidienne pour nous. C'est pas donné. C'est-à-dire que le défi que nous avons à faire dans nos pays, en Tunisie ou là, partout dans cette région, dans ce continent, c'est faire en 3-4 décennies, 40 ans, ce que l'Occident a fait en plusieurs siècles. Et bâtir une société démocratique, c'est un cheminement pour l'Occident qui a commencé avec la Renaissance. Et c'est ça qui est une société. Et donc nous, on doit le faire. Oui. Et ça, c'est un défi extraordinaire qui demande pas simplement une volonté politique et de l'argent, des moyens, des ressources humaines, mais qui demande une société vivante. Et vous êtes cette société vivante. Merci beaucoup. Restez ici. On va vous demander de monter tous les 3 autres.